Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, pas d'entrée extravagante ni de tour de magie. En fait, le tour de magie, c'est ma coupe de cheveux. Ça a pris un certain temps avant que j'obtienne un rendez-vous chez ma coiffeuse, donc vous comprendrez. Pandémie. Donc, simplement de me voir les cheveux plus courts, c'était un peu ça l'extravagance de la semaine, vous voyez? Ce qu'on a pour vous cette semaine dans le bulletin de nouvelles, c'est un point de presse virtuel organisé par les équipes de Maxime Blanchet-Jonca et Christina Michaud, respectivement, députés fédéraux de Rimouski-Témiscouata, les Basques, et d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, au sujet du branchement Internet dans le Bas-Saint-Laurent. Par la suite, vous aurez droit à la chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux et, en dernière partie, une entrevue avec le candidat à la mairie de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert. On s'en va d'abord voir le point de presse virtuel sur le branchement Internet au Bas-Saint-Laurent. Vous pourrez entendre Maxime Blanchet-Jonca, député fédéral de Rimouski-Témiscouata les Basques, Natacha Blanchette, présidente du syndicat de l'enseignement du Grand Portage, Jean-François Gaumont, président du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis, Marie-Josée Boudreau, responsable de la coordination et des pratiques syndicales du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski, et Christina Michaud, députée fédérale d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Bon visionnement. Aujourd'hui, c'est un moment important, bien sûr, pour dénoncer une situation problématique que nous vivons depuis trop longtemps. Bien sûr, la problématique concernant l'accès à Internet pour notre région, mais également, nous désirons proposer des solutions pour, bien sûr, améliorer la problématique présente. Donc, d'entrée de jeu, de mettre en lumière plusieurs données qui sont importantes pour bien saisir l'ampleur de la situation. Donc, concernant l'accès à Internet, bien sûr, on a vu avec la pandémie, une situation qui s'est exacerbée à plusieurs plans, particulièrement sur l'accès à la formation à distance, donc pour les étudiants, également pour les professeurs. C'est très problématique pour eux parce que plusieurs d'entre eux n'ont pas accès, bien sûr, à l'accès à Internet. Et là, on ne parle même pas de l'accès à Internet haute vitesse. Vous devez savoir que la région du Bas-Saint-Laurent est la région la moins bien branchée en pourcentage de foyers au Québec. Donc, on a 87 % des foyers au Bas-Saint-Laurent qui sont branchés, comparativement à 92 % qui est la moyenne nationale. Donc, on a un écart de 6 %. C'est immense. C'est immense, là, vraiment comme retard qui a été accumulé au cours des dernières années. Donc, c'est une situation présentement qui est très problématique. C'est un frein concrètement pour le développement de notre région. Et là, on le voit aujourd'hui avec la conférence de presse, des gens qui vont pouvoir témoigner à la suite. C'est vraiment, dans le secteur de l'éducation, c'est vraiment pénible pour eux. Je dirais d'entrée de jeu actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement fédéral prévoit brancher l'ensemble des foyers au Canada d'ici 2030. Cependant, on a au gouvernement du Québec un autre plan, c'est de brancher d'ici 2022. Ce que nous, on propose, c'est de rendre la situation, bien sûr, la plus adéquate, le plus rapidement possible. On souhaite que le gouvernement fédéral puisse transférer les sommes au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a déjà l'expertise, savent déjà, bien sûr, les problématiques présentes sur son territoire et connaissent bien la situation actuelle. Donc, ça serait une solution pour vraiment faire en sorte que le déploiement puis l'accès à Internet sur notre territoire se fasse de façon beaucoup plus rapide. Il y a une autre chose aussi présentement. Le seul programme qui existe au gouvernement fédéral, c'est le Fonds de large bande universel. Donc, c'est un programme qui a été déployé, mais il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Les premiers appels d'offres ont été déposés pour les entreprises le 1er juin dernier. Et c'est le CRTC qui gère ces sommes-là. Donc, cependant, on attend toujours les réponses de la part du CRTC. Et il y a une deuxième vague, là, présentement, qui se termine sous peu, le 15 février. Donc, on voit vraiment que les deux paliers de gouvernement ont des ambitions qui sont différentes, ont une volonté de brancher qui sont également, ne sont pas à la même vitesse. Donc, pour notre part, ce qu'on souhaite réellement, bien sûr, c'est de la volonté de brancher 100 % des foyers de notre région le plus rapidement possible. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la région du Bas-Saint-Laurent est la moins bien desservie au Québec, donc c'est nécessaire d'agir efficacement et puis rapidement. L'autre point de vue également que je peux vous partager, c'est le nombre d'appels que j'ai depuis le début de mon mandat
à mon bureau de député pour les gens, des centaines de personnes là, par mois qui nous appellent pour nous exprimer leur mécontentement, leur insatisfaction par rapport à Internet, un manque d'accès à Internet. Le meilleur exemple que je peux vous donner, bien sûr, c'est la MRC de Témiscouata. Vous donner vraiment précisément, c'est près d'une personne sur deux qui n'a pas accès à Internet sur ce territoire. Donc, plus précisément, 44 de la population n'a pas accès à Internet, 11 municipalités sur 19. Donc, imaginez le développement d'une région ou d'un territoire sans accès à Internet d'une façon autant accentuée. Et bien sûr, le branchement à Internet, c'est maintenant essentiel pour nous. On l'a vu, bien sûr, en contexte de pandémie, que ces besoins-là se sont accentués. Et je dirais qu'on ne peut plus entendre de belles paroles. Il faut vraiment passer à l'action. Et c'est ce qu'on souhaite présentement au gouvernement fédéral. Il y a un budget qui approche prochainement. On espère vraiment avoir de bonnes nouvelles, mais il faut accélérer la cadence parce que présentement, on est en train complètement de passer à côté des outils technologiques qui sont essentiels, bien sûr, pour l'attraction, la rétention de jeunes familles, de jeunes qui veulent s'installer dans la région, mais également aussi par rapport à toute la compétitivité des entreprises. Le meilleur exemple qu'on peut donner récemment, M. Trudeau a fait un point de presse mardi matin pour demander à des entreprises de faire du commerce en ligne. Donc, imaginez quand un territoire, la moitié du territoire n'a pas accès à Internet, comment il peut faire du commerce en ligne. Donc, déjà là, on voit présentement que le gouvernement est déconnecté de la réalité et il faut le ramener au terrain. On souhaite grandement présentement que M. François-Philippe Champagne, qui est le nouveau ministre fédéral responsable du dossier Internet et haute vitesse, comprenne mieux la réalité et le milieu rural qu'on a dans notre région. Donc, c'est ce qu'on souhaite vraiment mettre en lumière aujourd'hui. Et je vais pouvoir passer la parole à Mme Blanchet, syndicat des enseignants du Grand Portage. Écoutez, la pandémie a mis en perspective de graves lacunes en ce qui a trait à la technologie au Bas-Saint-Laurent. La pandémie aura aussi démontré l'importance des technologies de télécommunication avec l'obligation du télétravail et de l'enseignement à distance. Depuis mars 2020, les enseignants ont constaté qu'ils avaient besoin d'une connexion Internet efficace pour répondre, à faire un enseignement de qualité. Depuis mars 2020, les élèves ont aussi eu besoin de la connexion Internet de qualité pour pouvoir suivre leur parcours académique. Et ça, pour tous les secteurs d'enseignement, là, passant du préscolaire au secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Le constat, c'est que la difficulté du réseau Internet dans notre région nuit à plusieurs municipalités et à plusieurs écoles ou centres. Autre constat, la mauvaise connexion apporte des difficultés dans l'enseignement à distance, et ce, davantage pour les petits villages et les rangs. C'est le constat. J'ai sondé les enseignants des 90 écoles sur notre territoire et plusieurs m'ont répondu et j'ai des exemples précis. Donc, Saint-Onésime, une enseignante me dit qu'en enseignement à distance, elle voulait raconter une histoire à ses petits, à ses élèves et que le son coupait, l'image coupait. Donc, ça devenait une tâche qui en temps normal devrait être agréable et constructive pour les élèves devenait un peu démotivant et inintéressant. Au JAL, dans le Témiscouata, la fiabilité du réseau fait en sorte que l'enseignant qui faisait de l'enseignement à distance avait pas tous ses élèves présents, donc doit ensuite, par téléphone, faire les contacts individuels pour reprendre l'enseignement, si on veut, mais c'est pas la même façon. Bref, Internet dans les maisons n'est pas toujours en haute vitesse, étant donné que la ligne haute vitesse ne passe pas partout. Donc, l'enseignement n'est pas équitable pour tous les élèves au Grand Portage et au Bas-Saint-Laurent. Autre constat, la mauvaise connexion demande une logistique d'organisation dans l'utilisation d'Internet dans les familles, dans les écoles et les centres, et par le fait même, ça doit se faire par les enseignants. Mont-Carmel, dans le rang 5 Ouest, témoignage d'une enseignante. Je vais vous lire. Lors de quelques jours où j'ai dû enseigner à distance, ce n'était pas facile pour moi, car ma voix ou mon image ne fonctionnait pas bien. Quelques élèves de ma classe avaient aussi le même problème que moi. Ils ne pouvaient donc pas se brancher, car leur frère ou leur sœur au secondaire était en enseignement à distance toute la journée. Le réseau n'est pas assez fort pour que je puisse enseigner sur Teams à 19 élèves en même temps. Il a donc fallu que je fasse des petits groupes sur Teams pour les autres jours pour éviter que mon image ou mon son ne fonctionne pas. Éducation des adultes, école secondaire de Fleuve et des Lacs, étant donné que
la bande passante n'est pas assez puissante, mais souvent, les enseignants à l'école, dans les centres, ce qui arrive au niveau de leur enseignement, surtout secondaire 3, 4, 5, on le sait, c'est en alternance actuellement, bien, ça coupe, ça se débranche. Alors, c'est difficile pour eux de faire leur travail de façon, de façon efficace. Alors, c'est un problème. Packington, Saint-Jean-de-la-Lande, autre exemple, la température, donc le mauvais temps, le vent, la neige, la pluie, influence la connexion Internet. Donc, en ce moment-là, quand il vente, il fait tempête, l'enseignement à distance est quand même difficile pour plusieurs élèves et ça influence la motivation, ça influence aussi le taux d'absentéisme et on pourrait même aller jusqu'à dire au niveau des abandons scolaires. Formation professionnelle. À l'automne, il y a eu fermeture du centre à Rivière-du-Loup et ça a entraîné de l'enseignement à distance, bien évidemment. Plusieurs élèves dont la connexion Internet n'était pas bonne de la formation professionnelle parce qu'ils couvrent quand même un territoire assez large, devaient se rendre chez Tim Hortons avec leur portable pour suivre leur enseignement à distance. Vous ne serez pas surpris de savoir que la formation professionnelle a subi aussi le contre-coup de tout ça et il y a eu plusieurs abandons par la suite. Saint-Eusèbe, aussi une école qui a fermé à l'automne. Donc, l'équipe école a dû réfléchir à un horaire très précis, très encadré pour respecter le fait que les familles aient juste un appareil et une connexion ferme pour que justement l'enseignement puisse se faire. Donc, ça demande une logistique assez grande. Bref, les graves lacunes de la connexion Internet qui est en mauvais état demandent souplesse, créativité, adaptation aux enseignants et par le fait même aux élèves qui en écopent les contre-coups. Alors, en 2021, il est plus que temps que c'est un virage nécessaire pour notre région, pour nos élèves et pour nos profs. Merci. Je cède la parole à M. Jean-François Gaumont, président du syndicat de la région de Métis. Merci beaucoup. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on considère que le délai de 2030 là, pour brancher tous les foyers, c'est trop lent. Il y a aussi la bande passante là, par endroit dans notre région qui est, à notre avis, à l'avis de nos membres, insuffisante. Internet haute vitesse, pour nous, c'est rendu un service aussi essentiel en 2021 que l'était l'électricité en 1950. Les experts nous disent qu'il y aura d'autres pandémies. On n'est pas encore sorti de celle-là. Donc, c'est important d'agir et ce, rapidement. Sur le terrain, ce qu'on voit, c'est des dangers pour la réussite éducative. On apprenait lundi là, que les résultats de la première étape n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, là, et principalement au secondaire en mathématiques. C'est déjà, comme je disais, une année difficile au plan de la réussite. Il y a du décrochage, beaucoup d'absentéisme. Donc, si Internet ne fournit pas la demande, c'est certain que ça n'aide pas nos élèves et les enseignants. On ne peut pas multiplier les obstacles d'une partie de nos jeunes en région à cause des moyens technologiques. On veut que nos jeunes se forment ici. On veut qu'ils aient les mêmes chances de réussir qu'ailleurs. Puis on veut qu'ils restent ici par la suite. À l'heure où tout le monde est en train de se former au télétravail, je pense qu'il faut que nos élèves soient sur la même ligne de départ que tous les autres élèves partout au Québec. La pandémie a obligé le Québec à se mettre à jour du côté du matériel informatique, donc en envoyant des tablettes iPad LTE ou des ordinateurs portables. Mais tout ça, ça sert à rien là, quand Internet ou le réseau ne fournit pas à la demande. On pense que si l'éducation est importante, si c'est une priorité, ben il faut accorder toute sa place. Puis en 2021, ça passe par des infrastructures réseau de qualité. Il y a différents cas qui ont été nommés là, par les membres que je représente, mais je ne vais pas renommer tout ce qui a été dit par Mme Blanchette avant moi, sauf que j'ai entendu parler d'enseignantes qui avaient pu être éjectées de leur salle Zoom parce que la bande passante est insuffisante ou le réseau était trop saccadé. Il y a des enseignantes qui sont incapables de donner une prestation en direct en tout temps, soit parce que leur enfant est branché en même temps qu'elle, soit parce que le réseau est trop lent, donc ça fait de la vidéo saccadée. Donc, il faut trouver de nouvelles façons de faire, soit s'enregistrer avant tout. Donc, ça force les enseignantes à avoir encore une plus grande capacité d'adaptation, ce qui ne devrait pas être nécessaire quand on a tous les outils à notre disposition qu'on devrait avoir. Au retour des fêtes, là, il y avait confinement généralisé là, pour les élèves. On demandait à tout le monde pour leur sécurité de rester chez eux, sauf que les élèves chez qui il n'y avait pas de réseau LTE et que les tablettes iPad des centres de services ne fonctionnaient pas. Donc, on leur demandait de se déplacer
dans les écoles. Donc, on considère que c'était dangereux pour eux là, et leur famille. En gros, ce qu'on demande, c'est que notre région soit pleinement considérée et qu'elle obtienne le réseau Internet qu'elle a besoin. Nos profs méritent mieux, nos élèves méritent mieux, puis nos écoles méritent mieux. On peut disposer de tous les outils pour faire notre travail adéquatement. Merci. Je vais vous dire qu'on était vraiment enchantés d'être invités à se joindre aux voix de nos collègues et de nos députés ce matin, les enseignants du Cégep de Rimouski. C'est pourquoi on a trouvé ça important d'être là. C'est que pour nous, ce branchement-là Internet en 2020, il en va de l'égalité des chances de tous d'avoir accès à l'éducation. Puis c'est urgent parce qu'on ne peut pas se permettre que des élèves décrochent, que des élèves décident que c'est plus simple d'abandonner les études supérieures ou de ne pas persister à secondaire 5 ou de ne pas persister au cégep parce que tout à coup, le choix qu'ils ont, c'est de laisser faire parce que c'est plus simple, parce qu'il faudrait pour eux aller habiter à Rimouski alors qu'ils ont quelques heures parfois de présence par semaine. Je ne sais pas si vous savez qu'à Rimouski, présentement, le taux d'inoccupation des logements est extrêmement bas. Les apparts sont vraiment chers. Puis ce qui fait que aux études supérieures, pour des élèves qui viennent de régions où il y a peu de couverture Internet, bien, le choix qu'ils ont, c'est soit de... Puis là, je pourrais vous conter plein d'anecdotes qui démontrent le courage là, de plein d'élèves qui suivent leur cours du garage de leur oncle, entouré de gens, parce que c'est là qu'il y a la connexion Internet la meilleure. D'autres, j'ai eu des rencontres avec des étudiants pour leur parler de leur dissertation. Ils étaient sur leur balcon avec leur cellulaire pour essayer de me parler puis d'avoir assez de réseau. Ça a un impact direct sur la motivation scolaire, sur la capacité de suivre des études supérieures, surtout en temps de pandémie. Puis, ça a un impact vraiment sur l'attractivité pour les jeunes de notre région, pour les inciter à y rester, pour les inciter à y revenir si jamais ils vont à l'université à l'extérieur ou si jamais ils décident d'aller faire des études à l'extérieur. Tout ça, c'est important, puis il faut agir maintenant parce que les impacts de maintenant, là, on va les sentir en 2030, là, quand le branchement est annoncé. On ne peut pas se permettre que des étudiants, M. Gaumont l'a dit tantôt, là, les résultats qui sont sortis à propos des examens en mathématiques et en français, entre autres, là, au secondaire, ces impacts-là, nous allons les sentir au cégep l'an prochain, l'année suivante. Puis, je pense que tout le monde va y perdre. À ce qui est en train de se passer présentement. Pour moi, le Québec n'a pas les moyens de se passer d'autant de talents qui vont peut-être se décourager, d'autant d'idées qui vont se perdre chez les entrepreneurs, d'autant d'énergie qui ne pourra pas être canalisée pour faire grandir notre région, alors que les talents, ils sont. C'est juste que là, il faut leur donner les moyens de s'exprimer. Voilà. Je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples assez percutants. Là. Je pense que Mme Boudreau-Blanchette, M. Gaumont nous ont montré que ça passe par la réussite de nos jeunes. Et le gouvernement fédéral là, avait un programme pour le Fonds de la bande universelle branché pour innover. Mais là, c'est plus une question d'innovation. Là. C'est un service essentiel, comme M. Gaumont l'a si bien dit, comme l'électricité l'a été dans les années auparavant. Je pense qu'on a besoin de ça rapidement. Le Bas-Saint-Laurent, on le sait, on a les mêmes chiffres depuis longtemps et derrière par rapport aux autres régions du Québec. Ça passe par la réussite des entreprises, mais aussi de nos jeunes. Et on le voit de plus en plus à quel point pour la santé mentale des jeunes, pour la réussite, ça devient très, très, très inquiétant. Donc, c'est un peu le but de l'exercice aujourd'hui, mettre ça en lumière, montrer qu'au gouvernement fédéral, oui, il le sait, là, que ces régions ne sont pas encore toutes connectées, mais d'avoir des exemples concrets comme ça, que ça peut impacter la vie de nos jeunes, je pense que c'est une belle raison d'agir rapidement. Il l'a rappelé dans son deuxième discours du trône. Hein, on a eu droit à 2 discours du trône assez récemment et l'accélération de ce calendrier-là de mise en œuvre a été annoncée. Alors, on espère que les bottines vont suivre les babines, comme on dit, et que le gouvernement fédéral va vraiment agir rapidement. Je pense que c'est un cri du cœur, une belle mobilisation qu'on a aujourd'hui pour les jeunes, pour les enseignants, pour la réussite des régions. Et quand on parle de relance économique, eh bien, ça passe par ça. Je pense que ça doit faire partie de ce plan de relance, la connectivité. Alors, je pense que tout a été dit. On peut peut-être passer à la période des questions.
C'est le seul programme qu'on a à notre disponibilité ici avec le gouvernement fédéral. Comme j'évoquais un peu plus tôt, 750 millions de dollars sur une période de 5 ans. La première année, c'était 100 millions. Les appels d'offres ont été lancés le 1er juin dernier. Comme j'évoquais également, il n'y a aucune réponse présentement de la part du CRTC pour les appels d'offres qui ont été déposés pour les entreprises de la région. J'ai même fait des téléphones, là, bien sûr, pour nous préparer pour la conférence de presse. J'ai relancé les entreprises qui disaient avoir déposé les appels d'offres. Il n'y a toujours aucune réponse de la part du CRTC. Et vous voyez, la deuxième vague commence déjà. Elle se termine le 15 février pour les appels, disons, d'offres régulières. Et même pour les appels d'offres urgentes, ça a terminé le 15 janvier dernier, toujours pour la deuxième année de financement. Et le meilleur exemple concret que je veux vous partager, il y avait une entreprise pour ne pas la nommer, Vidéotron, qui souhaitait brancher 4 MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, le Kamouraska, Rivière-du-Loup, le Témiscouata et les Basques. Juste vous mettre en lumière vraiment les lacunes administratives qu'il peut y avoir quand il y a 2 paliers de gouvernement qui ne vont pas à la même vitesse ou qui n'ont pas la même vision des choses. Donc, le 1er juin dernier, Vidéotron souhaitait déposer, bien sûr, au gouvernement du Québec, également au gouvernement fédéral, pour brancher les 4 MRC. C'était du jamais vu, on voyait enfin la lumière au bout du tunnel. Et là, les gens de Vidéotron n'ont pas souhaité déposer leur projet initial au fédéral parce qu'ils n'avaient pas reçu de l'argent préalable au gouvernement du Québec. Donc, voyez-vous, quand il n'y a pas les 2 paliers de gouvernement qui se parlent ensemble, il y a des projets qui tombent à l'eau. Et on l'a vu concrètement avec ce projet-là qui était structurant pour notre région. Et c'est le meilleur exemple que je peux vous partager. Donc, tout à l'heure, quand j'évoquais le fait vraiment de dire transférer les sommes à un palier de gouvernement qui souhaite vraiment y aller plus rapidement, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles pour l'ensemble des entreprises, mais également, ça va favoriser les citoyens, les citoyennes, puis même, bien sûr, les entreprises, tous les gens qui veulent avoir accès à Internet. Donc, au lieu d'y aller avec des technicalités administratives, bien, il faut passer vraiment à l'action. Tout à l'heure, j'exposais vraiment le fait des délais que le CRTC analyse les demandes de projets des entreprises. Plus que ça prend de temps, bien sûr, plus les impacts se font sentir entre-temps. Je parlais récemment avec une entreprise qui me mettait vraiment de l'avant en disant bon, ça fait plusieurs mois qu'on attend, comme je le disais tout à l'heure, on est déjà à la 2e vague d'appels d'offres, mais on n'a pas les réponses de la première vague. Pour déployer vraiment un projet quand les entreprises déposent avec des fonds au CRTC, c'est le CRTC qui gère les enveloppes du gouvernement fédéral pour les appels de projet. Ça peut prendre 1 an, 1 an et demi. Il y a de l'ingénierie, il y a des chargés de projet qui doivent se pencher là-dessus. Donc, c'est bien beau de dire qu'on a de l'argent dans des enveloppes, mais tant qu'on n'a pas donné le OK officiel, bien, il y a 1 an, 1 an et demi, même plus longtemps là, avant que les entreprises. Puis, vous savez également, les entreprises, eux, ont déjà un cahier là, de planification bien rempli. Donc, quand ils attendent pendant de nombreux mois, disons, consécutifs, bien, c'est difficile pour eux vraiment de tout laisser de côté et de dire « Ah, on a eu enfin de l'argent du gouvernement, on va passer à l'action, puis on va brancher les foyers. » Donc, plus on attend pour confirmer les projets, et même on me dit dans certaines entreprises qu'on a déjà déposé auprès des gouvernements, particulièrement au gouvernement fédéral, des projets structurants. Donc, ils ont déjà des solutions. Tout ce qui manque, c'est vraiment de la volonté de passer à l'action plus rapidement. Et là, pour nous, 2030, c'est insuffisant. C'est trop loin. Présentement, on a besoin de cette technologie-là le plus rapidement possible. Pour notre part, là, on a fait nos devoirs au Bloc québécois. Je peux en témoigner avec ma collègue Christina. Le chef Yves-François Blanchet est venu dans la région au mois de juillet l'année dernière et a rencontré des acteurs du milieu dans la région pour bien être sensibilisés sur la problématique de la connectivité Internet. On a rencontré particulièrement les élus de la MRC de Témiscouata, qui est une MRC véritablement touchée, impactée par la problématique de l'accès à Internet. Et là, je ne parle même pas d'accès à Internet haute vitesse, simplement l'accès à Internet de base. On a rencontré même des entrepreneurs qui nous ont fait partager des témoignages. Ces entrepreneurs-là ont dû dépenser, même investir, je dirais, des dizaines de milliers, voire de dollars pour mettre en branle là, des projets, des infrastructures pour la connectivité Internet et bien sûr des citoyens qui nous ont fait part de leurs problématiques. Donc, il y a déjà quand même la pression qui a été faite. On a déjà écrit également à l'ancien ministre responsable, maintenant c'est M. Champagne, mais pour lui mettre en lumière au gouvernement fédéral que ce n'est plus un luxe présentement Internet. C'est un service essentiel.
comme l'a été, comme ça l'a évoqué pour Internet, pour l'électricité dans les années 60. Donc, présentement, oui, il y a la pression qui doit continuer à se faire. Je l'ai mentionné aussi par rapport au prochain budget. On souhaite qu'il y ait vraiment un pas vers l'avant qui soit plus accentué. Et on va continuer certainement à faire le travail. Je peux vous partager également que j'ai aussi écrit à M. Champagne dernièrement pour avoir une rencontre officielle avec lui, François-Philippe Champagne, le nouveau responsable du dossier Internet au gouvernement fédéral, pour bien sûr lui expliquer l'ensemble de la problématique que nous vivons dans notre région, que ça fait trop longtemps maintenant que ça perdure et on veut bien sûr collaborer avec lui. Et pour ça, il faut lui mettre en lumière vraiment la situation concrète comme on le vit actuellement. Je n'ai pas le chiffre exact en tête de combien de temps ça peut prendre, mais si on voit le gouvernement Legault qui s'est engagé pour 2022, ça nous prouve que ça peut se faire assez rapidement. Et rendu là, l'argent est là, il a été annoncé, donc c'est assez simple. C'est le gouvernement fédéral à s'entendre avec les grandes entreprises, le CRTC à s'entendre avec eux et brancher les régions parce que l'argent, il est là, les annonces ont été faites, il faut juste que ça se concrétise en actions concrètes. Et comme je le disais en début, M. Legault l'a annoncé pour 2022, ce qui est dans un an. Donc, je pense que ça pourrait se faire relativement rapidement et pas attendre jusqu'à 2030. Je peux vous dire que dans les moments les plus difficiles, il faut saisir les opportunités. Et présentement, dans notre région, on a une opportunité devant nous. Il y a des gens, des grands centres urbains qui désirent revenir en région ou même venir s'installer en région. Donc, si on n'a pas les technologies, les infrastructures adéquates pour bien sûr attirer ces gens-là ou même les retenir un coup qu'ils voudront prendre la décision de venir s'installer ici. Donc, on nuit nécessairement au développement. Puis, il faut vous mettre encore plus en lumière. Ce qu'on souhaite résumer, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de plan qui est adéquat actuellement au gouvernement fédéral. À l'automne 2018, le Bureau du vérificateur général a fait un rapport de la part du gouvernement fédéral et lui disait qu'il n'y avait pas nécessairement de stratégie nationale pour améliorer la connectivité dans les régions rurales et éloignées. Bon, ensuite, le gouvernement fédéral a dit, on va tenter vraiment d'accélérer le pas. En 2019, il a déployé la stratégie canadienne pour la connectivité. Donc, et là-dedans, c'est là qu'il a émané des projets comme Brancher pour innover et même dernièrement le Fonds pour la langue bande universelle. Donc, même malgré le contexte de pandémie, le gouvernement fédéral n'a pas nécessairement pressé le pas pour accélérer la connexion Internet. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Parce je crois que les témoignages là, sont vraiment révélateurs. On voit que c'est une situation encore là qui s'est accentuée dans un contexte de pandémie. Donc, on comprend mal comment un gouvernement qui veut vraiment passer à l'action vise encore 2030. Il n'y a pas d'échéancier qui a été rapproché pour brancher 100% des foyers avant. Donc, c'est ce qu'on vous partage aujourd'hui. Certainement qu'il y a quelque chose à faire, puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le gouvernement fédéral doit se tenir un petit peu le dos droit là, quand il négocie avec les grandes entreprises qui ont les moyens de mettre ça en œuvre. C'est un peu toujours une guerre entre le CRTC et ces entreprises-là, dans le sens où les frais sont trop élevés et là, les compagnies disent on n'a pas assez de fonds pour aller dans les régions éloignées, dans les communautés rurales et c'est toujours ça un peu le problème qui revient. Mais les fonds sont là, le gouvernement l'a annoncé. Vous l'avez dit, les exemples sont éloquents. On parle de la santé de nos jeunes. Je pense qu'il n'y a plus matière à rire ou à attendre. Et on est vraiment rendu là. Donc, je pense que c'est possible de le mettre en œuvre. Et les pressions, on espère qu'elles seront entendues. Mon collègue et moi, on va continuer de les mener à Ottawa parce que tout indique que ça peut être fait dans des délais qui sont raisonnables. Et raisonnable est un mot assez particulier parce qu'on s'entend que ne pas avoir Internet à ce moment-ci, ce n'est pas raisonnable là, pour nos jeunes, pour la région. Alors, je pense que ça pourrait être mis en œuvre assez rapidement. Donc, bien sûr, ça dépend des entreprises qui déposent des projets.
Le meilleur exemple, je vous l'ai partagé tout à l'heure, 4 MRC dans la région du Bas-Saint-Laurent qui étaient potentiellement branchables par une entreprise qui avait le souhait de le faire. Mais là, ça a tout déraillé parce que l'entreprise en question n'a pas eu l'argent dans les 2 paliers de gouvernement comme elle le souhaitait. Donc, ça repousse encore à plus tard pour les appels d'offres. Ensuite, bien là, ça dépend toujours de la volonté des entreprises. Je pense que vous savez que les entreprises se partagent quand même certains secteurs. Donc, ça aussi, ça peut jouer. Ce que Mme Michaud mentionnait tout à l'heure, c'est une solution pour éviter cette problématique-là. Si on souhaite que les entreprises aient du soutien du gouvernement, il faut brancher 100% des secteurs. Pas simplement dire, bien, on va venir brancher une partie d'un secteur, on va revenir dans 3, 5, 10 ans ou 15 ans plus tard quand il va y avoir une autre enveloppe. Donc, il faut des contraintes plus sévères pour s'assurer que le branchement soit fait. Ensuite, bien, le gouvernement fédéral, toujours avec ses enveloppes d'argent, avec le CRTC, peut mettre en place des critères. Donc, s'il souhaite, même il cible déjà des zones qui ne sont pas desservies. Donc, quand vous voyez qu'exemple, le nord du Québec est branché plus adéquatement que la région du Bas-Saint-Laurent, ça veut dire que le gouvernement a pu cibler ces zones-là. Et ensuite, bien, les entreprises y voient un potentiel pour brancher, faire des projets et peuvent accéder au financement. Mais c'est ça, la réelle volonté, ça dépend toujours des critères d'admissibilité que les entreprises doivent rencontrer pour avoir le soutien financier de la part du gouvernement. J'en profiterai pour remercier nos collègues des syndicats qui sont là avec nous. Je pense que c'est une belle mobilisation qu'on a ce matin avec mon collègue de Rimouski. Donc, je les remercie d'être là. Puis, on va travailler pour nos jeunes, même si l'éducation, c'est pas de juridiction fédérale. On est toujours là pour nos jeunes. Je suis porte-parole en matière de jeunesse, justement, et je les rencontre de plus en plus. Je vois les difficultés auxquelles ils font face. Alors, bien entendu, qu'on sera toujours là pour les défendre. Alors, merci à vous d'avoir été là ce matin. Merci aux gens présents, des professeurs, des syndicats, des professeurs de la région. C'est très important d'unir nos voix. Puis merci également de nous avoir partagé des réalités que vos élèves, vos étudiants, vous-même que vous devez vivre à chaque jour. On sait que ce n'est pas une situation facile et vraiment de l'exposer aujourd'hui à travers les médias, sensibiliser la population davantage et bien sûr également de notre côté d'unir nos voix à vous. C'est important de le faire. Puis, comme on l'a fait aussi, d'évoquer des solutions. On voit que la situation tarde depuis maintenant trop longtemps. Il y a un laxisme là, présentement qui pèse lourd et qui met même en péril, je dirais, l'éducation d'une génération entière. Donc, on ne sait pas, la pandémie, à quel moment ça va se terminer exactement. Mais si la situation se perdure, il faut véritablement là, trouver des solutions beaucoup plus rapides qu'est-ce qu'il y a sur la table actuellement. Donc, je vous remercie encore. Puis, vous pouvez compter sur notre appui. On est de retour. J'espère que les intervenants ont pu vous donner leur juste sur ce dossier-là qui est très important dans la région. On s'en va donc prendre une pause publicitaire et on vous revient avec la chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux, maire de la ville de Trois-Pistoles. Il vous parlera d'un projet de relance de la crème glacée des Basques, du dossier des HLM à Trois-Pistoles, les habitations donc à loyer modique et des activités à venir à Trois-Pistoles dans le cadre de la semaine de relâche. Sur ce, bonne pause publicitaire. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles tout le temps, sans exception.
c'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19? Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Alors, merci, bonjour. On est dans une des dernières semaines de février 2021. Février passe vite, un beau mois ensoleillé, un bel hiver. J'espère que vous en avez profité. Au niveau de la ville, les dossiers ne manquent pas, puis au niveau de la MRC non plus. Mais vu qu'on est dans le cœur de l'hiver, il faut vous parler d'un produit que beaucoup de personnes raffolent, en tout cas moi particulièrement, c'est de la crème glacée. Et puis, vous savez que la MRC des Basques, il y a environ quelques années, peut-être 4-5 ans, peut-être plus, avait parti comme projet, initié un projet de faire de la crème glacée basque à saveur d'érable. Alors, quand on mangeait notre crème glacée basque, il y avait à l'intérieur, qui était peut-être à la vanille, mais il y avait des filets de sirop d'érable qu'on y retrouvait et qui chatouillaient le palais. C'était d'un délice sublime. Ça a été mis en vente, ça a été essayé. On a un travail de fond qui a été fait, ça a coûté quelques milliers de dollars. Ça a été produit, envoyé dans différentes épiceries de niche. Même ici, GA l'avait, Métro l'avait. Et puis, finalement, pour des raisons X, Y, Z, ce produit n'a pas pu être continué. Mais vous savez, la MRC avait pris ça dans le dessein de pouvoir donner à un promoteur la possibilité de développer ce produit de niche-là. Nous, on a fait les fondations, si vous voulez, de ce produit de niche-là, qui est la crème glacée basque. Alors, l'idée n'est pas morte encore. C'est que le Conseil des maires, il y a environ 2 semaines, la dernière séance publique des maires, qu'on tient par Zoom, il a été proposé encore une fois, là, vu que le ministère des Affaires agricoles, le MAPAC, de la province de Québec, donne des aides financières pour partir des entreprises de tout ordre au niveau agricole, dans des milieux comme le nôtre. Alors, la MRC s'est dit, pourquoi pas qu'on ne repartirait pas le projet de crème glacée, parce qu'on a des grands pas de fête avec. On est rendu à une étape de trouver qui pourrait être un promoteur privé ou à but non lucratif pour pouvoir développer ce produit de niche-là puis aller de l'avant dans ce dossier-là. C'est ce qui fait qu'on a fait une demande de 100 000 $ au ministère des Affaires de l'Agriculture, 100 000 $ versés sur 2 ans. Et la MRC va sortir environ ça, 25 000 $ en frais de temps homme. Giovanni Lebel qui devrait être sur ce dossier-là, puis un 12 000 quelques dollars pour financer l'activité, ce projet-là. Donc, ce qu'on essaie de viser, si le MAPAC dit oui à notre demande, c'est que pendant 1 an et demi, il y a un travail de fond qui sera fait afin de pouvoir trouver qui serait intéressé à développer ce produit-là et le mettre en marché à nouveau. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, la MRC des Basques, 95 ou 90 % de son territoire est l'agriculture. L'industrie laitière n'est pas étrangère à notre milieu, puis l'industrie acéricole non plus. Alors, les érablières, on en a en quantité et de bonne qualité.
sans dire que les Beaucerons n'ont pas du bon sirop d'érable, mais le Bas-Saint-Laurent en a de grande qualité. Le deuxième point que j'aimerais vous parler, c'est, vous savez, dans chacun des milieux, les gens, nous on est habitués parce qu'au conseil de ville, on traite ces dossiers-là tous les ans. C'est que vous avez un parc mobilier ici dans le territoire qu'on appelle là, les HLM. À Trois-Pistoles, il y a différents parcs, différents groupes de résidences pour personnes qui ont des capacités financières moins fortes pour payer leur logement. Il y en avait à Saint-Dieu aussi. Dans le territoire, il y en a un peu partout. Avant ça, chacun des milieux avait son propre conseil d'administration, mais comme les gouvernements font dans tout à l'heure actuelle, avec toutes ce qu'on a de capacité maintenant au niveau d'Internet, d'ordinateur et tout, depuis environ 3 ou 4 ans, toutes les HLM, les OMH, les offices municipales d'habitation qui gèrent les HLM dans chacun des milieux, se sont regroupés et on est devenu un office régional d'habitation des Basques. C'est géré par une ressource ou deux, et puis ça gère tout le parc immobilier. Juste à titre d'exemple, ici, dans le territoire des Basques, cette année, là, toutes ces résidences-là, qui sont pratiquement toujours remplies comme logement, c'est des revenus de 466 816 $ qui sont tombés dans les poches de l'organisation. Mais il y a eu des dépenses de 786 270 $. Donc, il y a une perte à gagner d'environ 320 000 $. À chaque année, c'est comme ça. C'est la raison d'être de ces bâtiments-là. On ne peut pas réussir à arriver à contrer ce que ça coûte comme dépense pour que les gens puissent y vivre. Sinon, les loyers, c'est pratiquement impossible de pouvoir louer des personnes qui ont des problèmes. Alors, pour ce faire, le gouvernement paye le côté déficitaire de l'office, du manque à gagner, mais chacune des municipalités dans le territoire qui ont ce petit parc immobilier-là doivent aussi assumer une partie, il me semble que c'est 25 % ou quelque chose du genre, là. Mais nous, Trois-Pistoles, ça représente environ 27 444 $ pour l'année 2020 qu'on aura à payer pour maintenir ces bâtisses-là en place. Alors, ce n'est pas un coût chèrement payé par l'ensemble de la population pour garder ces bâtisses-là, pour garder des gens dans notre milieu. Ce sont des résidents, ce sont des gens qui consomment, qui ont de la famille. Alors, c'est un bon geste de poser envers notre société puis les plus démunis. Une autre activité qui s'en vient, c'est la semaine de relâche. Vous allez me dire, ça fait déjà 1 an qu'on se relâche pas mal dans les écoles. Il y a été des mois sans y aller, puis là, on décide de prendre une semaine de relâche, mais je pense que ça vaut la peine. Vous savez, ce que les enfants vivent présentement dans le monde, tout le monde est touché par la pandémie, adultes, plus vieux et tout, mais les enfants qui sont en devenir de notre société, c'est du jamais vu, en tout cas de toutes nos générations, là, à part de ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais cette situation-là, c'est du jamais vu, du rarement vu. Et les enfants ont grandement besoin d'être épaulés et aidés psychologiquement pour pouvoir passer au travers de ce qui se passe là. Vous savez, comme être humain, on est un animal qui est sociable, qui a besoin de toucher et de se faire toucher. Ça fait partie de nos gènes. Et là, on nous oblige à ne plus le faire pratiquement. Donc, c'est pas facile. Par contre, le gouvernement a allégé un peu ses obligations en face de notre population régionale ici, parce qu'on est tombé en zone orange. On a eu une bonne note parce qu'on a fait attention. Ça, ce n'est pas le fruit du hasard, je pense que c'est ça. Alors, pour vous dire que la relâche scolaire va avoir lieu du 27 février au 7 de mars. Donc, pendant cette période-là, Trois-Pistoles et d'autres municipalités du territoire vont faire profiter de ce qu'ils ont offert comme activité hivernale pour pouvoir donner une chance à ces jeunes-là de pouvoir profiter, sociabiliser dans des jeux extérieurs ou intérieurs. Donc, je vous dirais que la bibliothèque, nous, à Trois-Pistoles, une bibliothèque qui va être ouverte à tous les après-midi. Et c'est juste 5 personnes à la fois qui peuvent entrer à la bibliothèque et puis faire le bouquinage, puis acheter des livres. Et souvent, c'est la personne de ressources qui va être en arrêt du comptoir qui va aller les chercher pour vous. Mais donc, on ne peut pas avoir plus que 5 personnes à le faire à la bibliothèque, mais elle va être ouverte tous les jours de la semaine du 27 février au 5 de mars. Au niveau de l'aréna, patinage libre. La glace est bonne. Vous savez, l'hiver est beau et de toute beauté. Là. Février, ici, ce qu'on a vécu cette année est exceptionnel. Mais par contre, on ne sait pas s'il va y avoir des périodes de pluie ou de moins intéressantes, de froid intense dans cette période-là. Notre aréna est ouverte
dans toute cette période-là, il faut réserver d'avance. Maximum 25 personnes pour le patinage libre. Il n'y a pas de hockey ni de hockey libre. C'est vraiment du patinage. 25 personnes à la fois, il faut réserver. Bien, il faut aller sur le site de la ville, le site web. Vous allez avoir toutes les coordonnées pour vous réserver votre place pour une journée où vous allez aller patiner avec vos enfants, bon, votre famille, là, dans les règles de l'art de la pandémie, j'entends. Mais il faut le faire, mais c'est par le site web de la ville que vous pouvez réserver votre place pour patiner à l'intérieur de l'aréna. Il y a aussi notre patinoire extérieure. Elle est ouverte 7 jours sur 7. Aussitôt que le soleil se lève, vous pouvez aller patiner. Et jusqu'à 21 h le soir. Elle est ouverte jusqu'à 21 h. On a droit jusqu'à 21 h 30. Ici, alors, le temps de déchausser vos patins, vous rendre chez vous, si vous n'êtes pas trop loin. Jusqu'à 21 h, elle est ouverte. 8 personnes à la fois. Il n'y a pas d'espace chauffé d'ouvert. On fait comme à l'ancienne époque. Vous arrivez avec vos patins sur le bras, vous vous asseyez dans le banc-neige, vous lassez vos patins, puis vous embarquez sur la glace, puis vous faites les tours de patinage comme vous voulez, en comptant qu'il y en a 7 autres à part de vous. Puis après ça, quand c'est fini, vous débarquez, délassez vos patins sur le banc-neige, puis vous repartez chez vous, comme dans le bon vieux temps. La piscine du Bains libres, et ça va être tous les après-midi, là, sauf lundi, le 1er mars, parce qu'on a une réservation avec des groupes. Alors, tous les après-midi, la piscine est ouverte, là, tout ce temps, du 27 février au 5 de mars. Et il faut réserver aussi, c'est 25 personnes dans le bassin. Alors, ça, c'est contrôlé. Alors, allez sur le site là, de la ville aussi, et vous allez avoir là, les données pour réserver la piscine municipale. Si vous avez de la difficulté avec Internet, puis fouillez dans ça, appelez à l'hôtel de ville ici à 418-851-1995. Alors, 418-851-1995. Et demandez à la secrétaire de vous aider pour pouvoir rejoindre l'aréna, le responsable de l'aréna, ou encore la piscine régionale. Alors, c'est tout. Je vous souhaite des bonnes retrouvailles, du repos, de l'énergie à aller chercher par la belle température qui devrait se tenir, si on suit ce qu'on voit depuis les 2 dernières semaines, pour la semaine de relâche. Merci à vous. On est de retour. J'espère que vous avez aimé cette deuxième chronique du maire. En fait, c'était la 3e qu'on a enregistrée. Mais comme la semaine de relâche, c'est dans la semaine à venir, on a décidé de devancer cette chronique-ci. Vous aurez donc droit à la 2e chronique la semaine prochaine. Si vous trouvez l'idée des chroniques de maire intéressante et que vous aimeriez avoir la même chose de votre municipalité, parlez-en donc à vos élus municipaux. Parce qu'à l'automne, j'ai offert ce service de chronique municipale gratuite à toutes les municipalités du territoire que couvre la télé communautaire. Et seulement Trois-Pistoles a répondu favorablement à la demande. Puis croyez-moi, je veux parler des autres municipalités que Trois-Pistoles du territoire de la télé communautaire. Mais si les élus ne veulent pas aller de l'avant, bien moi, je ne peux pas en faire davantage. Ceci étant dit, on s'en va voir une entrevue avec M. Philippe Guilbert, candidat à la mairie de Trois-Pistoles, qui m'a accordé cette semaine. On va en apprendre un peu plus sur lui, ses motivations là, pour se présenter à la mairie de Trois-Pistoles, et il va nous présenter son équipe de campagne. Si d'autres candidats sont intéressés à se présenter, la TCBH vous invite dans son studio afin de réaliser une entrevue. Sur ce, bon visionnement. Je m'appelle Philippe Guilbert, candidat à la mairie de Trois-Pistoles. Ça fait pas énormément longtemps que je suis à Trois-Pistoles. Par contre, j'ai voulu rapidement m'impliquer dans le milieu. C'est là que j'ai constaté beaucoup de choses qui venaient me chercher, que j'avais envie de changer, d'améliorer. Puis c'est dans ce contexte-là, en fait, que j'ai voulu me présenter à la mairie à Trois-Pistoles. Puis comme moi, j'ai un intérêt depuis longtemps dans les causes politiques, dans des sujets politiques, ben, j'ai décidé justement de m'impliquer. Il y a quelque chose en ce moment qu'il faut travailler, puis c'est la participation citoyenne. On a beau vouloir traiter de tous les sujets, là, je pense que ça c'est quelque chose qui manque un peu trop. Puis ça, j'ai vraiment l'intention de travailler là-dessus. J'ai formé une équipe, il y avait plusieurs objectifs à ça. Aller chercher une vision d'à peu près de toutes les sphères de la vie à Trois-Pistoles. Je voulais vraiment représenter la population. Ça fait pas énormément longtemps que je suis là non plus, donc je voulais aller chercher des gens
allait m'appuyer. Paul Dumas qui a répondu à l'invitation, Lorraine Michaud, Gabriel Alliot-Carnot, Éric Delzile, Yannick Ouellette et Joanne Beaulieu qui sont dans mon équipe. Je voulais essayer de voir avec les personnes déjà en place. Par contre, dans toutes les discussions que j'ai eues, il y a personne qui avait manifesté un intérêt significatif, disons, à continuer dans leur poste. Là. Donc, je me suis tourné vers des gens que je connaissais aussi pour monter mon équipe. Le fait que ça fasse longtemps que M. Rioux est en place, que les conseillers sont en place, je pense qu'il y a une vision qui s'est atténuée peut-être un petit peu. Là. Je ne veux pas du tout blâmer M. Rioux là, parce qu'il a fait aussi des grandes choses, mais forcément, avec le temps, c'est sûr que la vision va s'atténuer un petit peu. Il y a des choses qu'on va négliger ou prendre pour acquis, ça c'est sûr. Puis je pense que d'avoir une nouvelle équipe, ça peut être bénéfique par rapport à ça. C'est un dossier qui n'est pas à négliger, en fait, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer, sauf que ça ne peut pas être fait n'importe comment. Ça a déjà été tenté dans le passé. Je sais pas, il y avait un climat politique qui était peut-être pas favorable, en tout cas de ce que j'ai entendu. Les discussions n'ont pas toujours été très amicales. C'est sûr qu'il va falloir prendre position sur ce sujet-là. C'est juste qu'il y a beaucoup d'étapes à faire dans ce projet-là. On ne peut pas rien négliger. Il n'y a aucun détail à prendre à la légère dans ce dossier-là. Fait que s'il y a lieu, si les gens veulent qu'on procède à l'étude de cet enjeu-là, on va le faire. Par contre, c'est pas un enjeu à court terme que j'ai envie d'aborder. L'harmonie entre tous les acteurs de la MRC, je pense qu'il est très, très important si on veut mener à bien beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qui touchent la ville de Trois-Pistoles, mais qui sont un enjeu de la MRC, de la région. Je pense qu'il faut vraiment se mettre ensemble. En fait, il faut que tous les maires travaillent ensemble pour arriver à faire des projets. Donc, il faut que les relations soient cordiales, qu'on soit capable de se parler facilement, puis qu'on ait envie de travailler ensemble. Justement parce que si on travaille tout le monde en silo, ben on n'avancera pas loin. Là. Il faut qu'on travaille ensemble. Puis je pense que la MRC, le travail de la MRC peut faire bénéficier aussi chaque municipalité et la ville de Trois-Pistoles individuellement aussi. Fait qu'il ne faut vraiment pas négliger les relations entre les municipalités et la ville. Je viens de Blainville, dans la région de Montréal. J'ai déménagé à Rimouski il y a 4 ans. J'ai passé presque 1 an à Rimouski. Donc ça fait bientôt 3 ans là, que je suis à Trois-Pistoles. J'ai étudié en géographie. Puis c'est des enjeux qui me touchaient beaucoup en géographie, la politique, les enjeux régionaux. Pendant ma maîtrise aussi, j'ai eu à travailler avec des dossiers par rapport à des MRC. Donc je suis assez familier, disons, avec les réglementations, les lois qui touchent les municipalités, les villes et les MRC. Donc j'avais déjà un intérêt, j'ai déjà un parcours qui m'est familier par rapport à éventuellement justement une carrière politique si on peut appeler ça. La plateforme va être lancée bientôt, toute l'équipe a été annoncée aussi. Si les gens veulent venir nous poser des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Tout le monde a très hâte d'aller voir la population puis d'annoncer toutes nos propositions. Puis on a vraiment hâte à ces élections-là. Ça va être un grand changement à Trois-Pistoles, je pense. On est de retour. J'espère que les reportages qu'on vous a présentés au cours de l'émission vous ont intéressé, voire vous ont diverti. C'est en partie ça notre mission. C'est ce qui conclut notre édition des Infos TCBH. Je vous invite encore une fois à nous suivre sur Facebook, à vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube et ainsi de ne rien manquer du contenu vidéo qui vous intéresse. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez donc du beau temps à venir et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Infos TCBH. Salut tout le monde! Cette émission est une réalisation
de TCBH, propulsé par Derry Télécom.